Bonjour à tous, bienvenue ici chez Flying Eye qui nous accueille. Bonjour FX. Bonjour Cédric. Donc, Flying Eye, premier vendeur de matériel professionnel de drones en France, est donc installé ici à Biot où nous avons la chance d'avoir un temps exceptionnel qui nous permettra de faire une vidéo de qualité, je l'espère, et une démonstration. Ce webinaire est très important pour nous parce qu'il va nous permettre de démontrer l'ensemble de la prestation et de l'offre de service global Instadrone Flying Eye, et nous sommes très heureux de vous recevoir. Nous allons d'abord présenter la société Flying Eye, FX. Tout à fait. Donc bonjour à tous. Donc oui, effectivement, je vais vous présenter déjà la société Flying Eye. Donc la société Flying Eye a été fondée en 2009. Donc son siège est situé à Biot, sur la technopole de Sophia Antipolis. C'est la première technopole d'Europe. Donc nous sommes le premier fournisseur de drones professionnels en France et leader en France sur la partie DJI Enterprise. Nous devons, il me semble, être le troisième distributeur au niveau de l'Europe. Donc, nous avons différentes activités. Donc, notre activité historique, voilà, c'est de la distribution B2B de drones et tous les accessoires associés, mais aussi de la lutte anti-drone. Mais nous avons aussi également un bureau d'études, là, mécanique, électronique, logiciel, qui nous permet de répondre aux besoins de nos clients. Donc, une activité qui est un peu plus récente, le développement logiciel, qui vient s'ajouter à notre panel d'activités. Nous avons aussi un centre de formation pour assurer les formations de télépilotage de drones, notamment sur la nouvelle réglementation européenne. Nos clients. Donc, nous avons pris un virage il y a quelques années vers le secteur d'activité public safety. Donc, nous sommes un peu plus spécialisés au niveau du ministère de la Défense, de l'Intérieur, police nationale, pompiers, etc. Mais aussi, nous avons une grande activité avec les grands comptes, Total, RTE, Airbus, avec qui nous avons des contrats. Mais nous n'oublions pas nos clients historiques, hein, avec qui nous avons débuté l'histoire Flying Eye, donc les petites et moyennes entreprises, les prestations drones. Voilà, nous continuons toujours à travailler avec eux, bien sûr. Comme je le disais précédemment, donc nous avons voilà ce qui nous démarque maintenant par rapport aux autres distributeurs de drones, notamment DJI. Nous avons vraiment mis l'accent sur notre bureau d'études. Donc notre bureau d'études a toujours été existant, hein. Donc historiquement, nous fabriquons et concevons des systèmes de sécurité pour les drones, notamment tout ce qu'on appelait coupe-circuit, etc. Donc ça a commencé en 2012 quand la réglementation DGAC est apparue en France. Mais maintenant, depuis 2 ans, nous sommes aussi spécialisés, nous avons recruté une équipe pour ça, dans le développement logiciel. Donc, le logiciel que je vous expliquerai tout à l'heure, le logiciel Flying Hub, qui va permettre d'opérer le système doc. Instadrone, alors bon, tout le monde connaît Flying Eye puisque c'est un acteur réputé, peut-être nous un peu moins. Pour autant, Instadrone est un acteur reconnu maintenant dans la prestation de services par drone, puisque nous opérons depuis maintenant presque 10 ans. Instadrone a été créé en 2014. Nous sommes un réseau, c'est-à-dire que nous avons un certain nombre d'agences sur le territoire français avec des opérateurs qui sont certifiés, formés par le réseau Instadrone sous licence de marque. C'est un peu la différence avec peut-être d'autres réseaux. Et nous sommes très attachés à la notion de service. C'est pour la raison pour laquelle nous sommes adhérents de plusieurs clusters, donc le cluster CEMATER, qui est un cluster qui agit en faveur des énergies renouvelables, ITS Fusion, qui est un regroupement d'entreprises qui agit pour le service à l'industrie. Et c'est tout ce qu'on essaye de faire, c'est-à-dire de rendre du service par drone pour l'industrie, avec des normes et des certifications. Et puis, donc, nous sommes acteurs de la French Tech, comme beaucoup d'autres sociétés du drone actuellement. Je vais juste faire une petite précision, je pense qu'on a oublié en présentation. Vous voyez sur les slides le petit QR code et aussi sur le live en dessous le QR code, ça va vous permettre, il faut le scanner pour nous poser des questions. Oui. Une séance de questions-réponses que nous allons faire à l'issue de la présentation, mais voilà, on avait fait un petit oubli, donc que je rectifie tout de suite. Oui, et voilà. Je précise qu'on ne pourra pas répondre à toutes les questions.
notamment les plus techniques, mais nous vous garantissons que toutes les questions auront une réponse pour l'ensemble des participants. Nous répondrons à des questions les plus faciles à répondre sur le moment, puisque même si nous connaissons très très bien le produit, il faut parfois rentrer dans les détails et ce n'est pas le lieu de cette journée. Donc, pour poursuivre avec Instadrone, je disais premier acteur d'opérateurs de drone en France. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qui nous permet de dire ça? Plusieurs systèmes. D'abord, le nombre de missions. 9000 missions par an sur divers types de services, et je les détaillerai plus tard. 33 pilotes en opération constante sur le territoire, et puis aussi un bureau d'études qui nous permet de traiter la donnée. Nous avons un bureau d'études d'une trentaine de personnels à Béziers, donc dans l'Hérault, qui nous permet de récupérer la donnée captée par l'ensemble des opérateurs du réseau et de la valoriser sous diverses formes pour nos divers clients. J'insiste aussi sur le fait que nous avons un pôle de réglementation assez puissant dans le sens où 2 personnels temps plein s'occupent de l'ensemble des demandes administratives de nos opérateurs et nous avons une personne complètement dédiée à la réglementation d'innovation. C'est la raison pour laquelle nous pensons que ce partenariat a du sens, c'est-à-dire que nous offrons une réponse globale et qui nous permet de pouvoir garantir l'installation du dock sur vos sites et aussi d'aller chercher de l'innovation d'usage comme la livraison par drone. Et je vous en dirai quelques mots juste après. Pardon FX, et j'insiste aussi sur le fait que nous sommes en France mais aussi à l'international avec des agences basées en Espagne, en Tunisie, au Maroc, au Oman, au Sénégal et qui permettent de rendre un service, encore une fois, plutôt global. Historiquement, Instadrone, c'est avant tout de la prestation de service par drone, puisque c'est comme ça que nous avons commencé et nous poursuivrons à rendre ce service-là, puisque là, nous allons parler d'automatisation ou de drone automatique, et j'en toucherai un petit mot après, mais le drone aura évidemment toujours du sens à être opéré par des opérateurs. Nous n'allons pas supprimer les opérateurs de drone, vous pouvez en être, nous en sommes garants. Donc, les prestations de services par drone dans le secteur des télécommunications, dans la topographie, dans l'inspection, dans l'agriculture, nécessitent des opérateurs pour le moment avec des drones. Et c'est là que peut-être on va pouvoir apporter une réponse supplémentaire à des opérations de récurrence. Donc, c'est la raison pour laquelle Instadrone a décidé, il y a 2 ans, d'opérer une diversification sur les réponses à ses clients. Et nous sommes rapprochés de Flyingeye, qui est notre fournisseur historique, et qui nous a permis d'apporter cette réponse. Donc, l'intégration des drones va nous permettre de proposer du drone automatique, mais aussi de la livraison par drone. Actuellement, Instadrone a eu l'autorisation d'opérer de la livraison par drone en zone urbanisée, à Montpellier, plus exactement, qui nous permet d'anticiper un petit peu le futur, parce que c'est pas encore gagné, mais c'est des choses qui commencent à poindre. Et donc, ce service réglementaire est essentiel. Nous ne pourrons pas avancer dans ce milieu-là sans avoir une conscience pleine et entière de la réglementation et d'être parfaitement à jour. Et j'en termine avec le centre de formation Instadrone qui s'appelle l'Instadrone Academy, et qui est le seul centre en France DJI Academy. C'est-à-dire que DJI a reconnu notre parcours de formation pour être garant de la bonne utilisation de leurs produits, et ça vous permet d'obtenir une certification supplémentaire DJI. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour le centre de formation et nous apporterons un maximum de réponses. Charlie, vidéo s'il te plaît. Instadrone et Flyingeye sont heureux de vous présenter la solution pour les opérations récurrentes d'inspection, de cartographie et de sûreté de vos installations. Découvrez le DJI Dock 2, une plateforme de gestion des opérations par drone automatisée offrant de nouvelles perspectives inédites. Le DJI Dock 2 est léger, compact et conçu pour une installation permanente sur des sites en exploitation nécessitant des opérations régulières et permettant de cumuler les services offerts par les drones aériens. Les drones matrices 3D et 3TD décollent en à peine 45 secondes afin d'atteindre rapidement leur zone d'évolution ou pour lever un doute en cas d'intrusion. Cubature, inspection photovoltaïque, suivi de chantier, détection incendie, détection d'intrusion, le DJI Dock 2 deviendra un atout considérable dans la gestion de vos opérations quotidiennes. Doté d'un indice de protection IP55 et intègre également un système de surveillance de l'environnement pour percevoir les changements météorologiques en temps réel. Le partenariat inédit entre Instadrone, premier réseau d'opérateurs de drones en France, et Flyingeye, premier distributeur de drones professionnels, permet la proposition d'une offre globale. Vente, location, gestion réglementaire, installation, formation,
maintenance et même la gestion des opérations à distance. N'hésitez pas à basculer dans le futur. Donc voilà, vous venez d'avoir un aperçu de la vidéo que nous avons réalisée il y a quelques jours encore, qui vient d'être achevée pour mettre en exergue les avantages du drone et du partenariat entre Flying Eye et Instadrone. Il y a 10 ans, quand j'ai créé Instadrone, je disais à ma femme, tu verras chérie, un jour, il y aura des drones dans des boîtes sur toutes les zones industrielles du territoire ou sur tous les sites Céveso ou sur tous les sites industriels qui va permettre d'apporter une réponse immédiate et beaucoup plus rapide. Je me permettais de dire cela, enfin je l'espérais, je vous dirais, puisque j'ai été 20 ans dans les forces de l'ordre et que je connais toute la difficulté d'équiper un équipage, d'armer un équipage pour se rendre sur un site lors d'une intrusion ou lors d'une détection d'anomalie ou d'incendie. Je sais que le temps est compté dans ces moments-là et qu'une réponse immédiate pouvait changer la donne. Alors là, nous en sommes aux prémices, ça y est, ça commence à arriver. C'est pas encore installé partout sur notre territoire puisque nous avons une législation qui nous impose d'avancer pas à pas. Pour autant, sachez qu'en Chine, ce système est déjà installé sur plus de 10 000 sites. Donc, je ne vois pas pourquoi nous n'arriverons pas à obtenir ce niveau d'intensification d'installation de ces systèmes-là. Donc, c'est tous ensemble que nous devons parvenir à ces installations. L'offre globale entre Instadrone et Flying Eye, elle est importante. Pourquoi? C'est pas un système qu'on va pouvoir acheter, le récupérer chez soi et le mettre en œuvre tout seul. C'est impossible. Là, encore une fois, les opérations de sécurité, sûreté, d'installation, de formation, de maintenance et d'adéquation avec la réglementation va nous imposer d'avoir un partenaire ou des partenaires, c'est la raison de ce partenariat, pour vous accompagner sur l'ensemble de la chaîne de valeur et du cycle de la vie du système. Très logiquement, on va commencer par de la vente ou de la location. C'est les prémices. Ensuite, la gestion réglementaire. La rédaction de la SOA qui nous permettra d'être garant d'installer ce système sur un site en totale adéquation avec la réglementation. L'installation sur site se fera… Cédric, oui, pardon. T'interromps sur un sujet, sur la gestion réglementaire. Sur la partie hardware, nous devons rajouter des systèmes complémentaires parce que le système DJI Dock ne se suffit pas à lui-même, il n'est pas conforme à la réglementation européenne. Donc nous devons rajouter un système de géofencing et de coupe-circuit, donc forcément conçu et installé par Flying Eye, pour pouvoir répondre aux exigences des SORA. Donc, voilà. Donc dans le package du drone, voilà, il est fourni avec ce système. Et donc, grâce à ce système, nous pourrons obtenir les SORA pour voler en adéquation avec la réglementation. Ensuite, l'installation sur site, elle se fera d'une manière réfléchie avec le client, puisqu'on ne va pas installer cette box n'importe où sur le site. Il faudra peut-être même aménager une zone d'exclusion des tiers, une zone protégée pour pouvoir opérer. Et donc là encore, Instadrone pourra rendre ce service grâce à son maillage territorial. Nous pourrons installer les docks sur l'ensemble du territoire. La personnalisation du Flying Hub. Tout à fait. Lors, après, une fois que le système a été installé sur site, en discussion avec le client, nous pouvons personnaliser le logiciel aux besoins du client, si besoin en était, bien évidemment. Pouvoir avoir des interconnexions avec d'autres systèmes tiers, voilà, pour répondre vraiment au plus près de son besoin. En tant qu'éditeur du logiciel, voilà, nous avons forcément la main sur ce logiciel et pour pouvoir l'adapter aux besoins au plus proche du client. Tout à l'heure, j'ai dit drone automatique ou drone automatisé. Nous sommes bien dans le cas d'usage d'un drone automatique. Pour autant, par abus de langage ou par facilité, vous nous entendrez dire automatisé ou autonome. Bon, n'en tenez pas rigueur. On est d'accord que c'est un drone automatique qui n'est pas complètement autonome, comme pourrait le laisser entendre le terme automatisé ou autonome. Donc, la formation des personnels, c'est un sujet puisque nous aurons deux cas d'usage. Un cas d'usage où le drone est opéré par un opérateur, le système dock, j'y viendrai un peu après, mais aussi un cas d'usage où sur site, il y a déjà du personnel dédié à la surveillance, sûreté ou à l'exploitation qui souhaite être formé sur l'usage. Parce que la particularité, c'est que la mise en place de cette SORA par des opérateurs agréés et par des systèmes de géofence et de sécurité, l'utilisation du Flying Hub également, va nous permettre de faire opérer le système par des personnes qui ne sont pas titulaires du brevet drone. C'est la grande différence avec un pilote qui va venir opérer sur site. Donc, des personnels qui sont là pour la sécurité et sûreté peuvent être formés assez rapidement à l'utilisation du système puisqu'il est très ergonomique et simple à mettre en place. Donc, préciser un tout petit peu quand même sur le cadre de la formation, tout le programme de formation aura été validé par la DGAC lors de la rédaction de sa SORA. Voilà, donc
doit éditer un programme de formation et la DGAC doit nous valider ce programme de formation afin de pouvoir, comme le disait Cédric, avoir des opérateurs, des simples opérateurs, des opérateurs du système et qui ne sont pas qualifiés télépilotes via CATS, formation pratique standard. Et complètement. Alors, tout ça, ce n'est pas de l'utopie ou des choses à venir. Nous avons déjà mis en place alors un autre système, pour le nommer, c'était le système Overseen sur un site industriel, et nous avons obtenu la SORA d'exploitation sur ce site et formé le personnel en totale adéquation avec la SORA. Et de notre côté aussi également, nous avons déjà eu plusieurs autorisations d'exploitation avec le DJI Dock, ce coup-là, avec des grands comptes dans le ferroviaire et l'énergie. On en avait déjà peut-être vu, on avait communiqué déjà sur ce sujet sur les réseaux. Donc c'est du concret. La gestion des opérations à distance, comme je vous l'ai dit, si le gestionnaire de site possède du personnel qui peut être dédié à cette gestion des tâches, aucun souci, elle pourra le faire. Mais dans le cas d'un site isolé sans personnel ou dans le cas où l'exploitant ne souhaite pas dédier du personnel, ces opérations à distance pourront être opérées par un Stadrone depuis notre centre opérationnel basé à Béziers. Nous avons déjà mis en place tout un centre qui permet d'opérer les docks sur le territoire français, voire même dans le monde entier, puisque par liaison Ethernet, 5G et 4G, nous pourrons opérer à distance. Le traitement de la donnée, grâce aux API de Flying Hub et aux API des logiciels tiers, alors je vais pouvoir citer Sitemark pour le photovoltaïque, Propeller pour la gestion des sites d'enfouissement, je vais pouvoir citer Mike peut-être pour les télécommunications, ou Esri, Smart Construction, toutes ces plateformes qui sont déjà utilisées par nos clients peuvent être immédiatement connectées au logiciel Flying Hub pour récupérer la donnée et lancer les traitements pour les avoir dans un temps assez rapide. Le but, c'est vraiment d'automatiser les transferts de la donnée de la station, de notre serveur vers ces services tiers pour automatiser et fluidifier au maximum le workflow du traitement de la donnée. Puisque nous sommes tous d'accord que la valeur ajoutée, c'est la data, c'est cette data qu'il faut valoriser, peu importe le moyen, mais en l'occurrence, c'est un DJI Dock 2, et donc il faut récupérer cette donnée et la valoriser. Enfin, la maintenance, puisque le constructeur préconise une maintenance tous les 6 mois, les opérateurs d'Instadrone viendront sur site pour assurer la maintenance, vérifier l'intégrité du matériel, des hélices, des batteries et effectuer des remplacements. Donc, comme vous pouvez le voir sur cette chaîne de valeur, le partenariat Instadrone et Flying Eye vous permettre d'être tranquille et garant de la bonne exploitation de ces systèmes en totale adéquation avec la réglementation et la sécurité, l'intégrité des tiers et des installations. On va rentrer un peu plus en détail sur les caractéristiques techniques du DJI Dock 2 que FX connaît parfaitement. Donc le DJI Dock 2, donc nous sommes sur la deuxième itération déjà du système Dock de chez DJI, donc la nouvelle version. Donc du coup, ce système est plus léger et plus facile à déployer. Nous sommes passés d'un système qui faisait presque 100 kg sur la première version à 35 kg actuellement, et on a divisé le volume à peu près par deux. Il peut être presque mis en place par une seule personne, s'il est un petit peu costaud. Mais voilà. Mais du coup, voilà, ça met tous les soucis logistiques, etc. Voilà, ça rentre dans un plus petit véhicule, etc. Donc là, tout est facilité grâce à la diminution de la taille du système. La station est IP55, donc qui permet d'être laissée en permanence sans protection particulière aux intempéries, l'hiver, etc. Donc ça, il n'y a aucun souci. Nous avons déjà des systèmes qui ont passé des hivers dehors sans aucun problème. C'est-à-dire équipé peut-être d'un chauffage pour l'hiver. Exactement. La station est équipée d'un système de climatisation qui va refroidir l'été, qui va réchauffer l'hiver. Donc pour maintenir au maximum dans les bonnes conditions le drone et surtout la batterie du drone. En parlant de batterie, la station est équipée d'une batterie en interne, donc elle permet une autonomie de 5 heures. Station va pas être là pour opérer le drone avec la station hors réseau, mais va permettre, en cas de secours, de pouvoir finir sa mission, de rapatrier le drone jusqu'à la station et de maintenir tout le système dans des bonnes conditions de climatisation, de température, pour pouvoir attendre le retour du secteur et reprendre les opérations. C'est-à-dire qu'il est connecté au réseau local d'électricité, mais qu'en cas de coupure totale, il a une autonomie de 5 heures qui permet de continuer ou du moins de finir les vols et puis de garantir l'intégrité du système. Exactement.
Exactement. Le rayon de fonctionnement du système est entre 8 et 10 km. Donc voilà, c'est via la technologie OcuSync, bien connue par DJI. Le système est équipé d'un système d'environnement intégré, donc une station météo, voilà, qui va permettre de mesurer les précipitations, la vitesse du vent, la température, l'hygrométrie, voilà, pour pouvoir informer l'opérateur de la condition météo et aussi éventuellement d'interdire les vols si les conditions météo étaient vraiment trop mauvaises. Et en plus, de caméras intégrées à l'intérieur du dock qui permet de voir l'intégrité du système à l'intérieur et son environnement. Exactement. Donc, il est équipé de 2 caméras, une positionnée sur le petit anémomètre et une à l'intérieur quand le dock s'ouvre, qui va permettre de voir le drone dans sa station pour voir si tout va bien lors du décollage et de l'atterrissage. Mais je rajouterai par rapport aussi à l'obtention des SORA, nous devrons équiper la zone d'une caméra situationnelle supplémentaire avec un champ plus large qui va permettre de surveiller la zone où est installé le système dock, voilà, pour prévenir toute intrusion éventuelle. Alors, ça pourrait être des animaux, hein, voilà, donc pour pouvoir anticiper et voilà, et éventuellement annuler un vol en fonction s'il y avait un risque immédiat autour de la station. Donc même si notre dock est situé dans un enclos, dans un site isolé, une caméra tiers sera installée pour voir son intégrité avant le décollage. Exactement. Et ça nous permettrait d'obtenir la SORA plus facilement et dans de bonnes conditions. Exactement. Donc les tâches de vol, elles peuvent être automatisées ou on peut effectuer des vols manuels. Alors c'est pas du vol manuel au sens avec une télécommande, mais nous pouvons faire ce qu'on appelle du click and fly, envoyer le drone à une position précise, donc soit manuellement ou éventuellement ça pourrait être envoyé via des ordres d'un système tiers, alors avec une validation de l'opérateur, mais notamment voilà, nous sommes Milestone partenaires, donc voilà, nous travaillons sur l'intégration du tout système dans l'environnement Milestone, donc l'environnement de sûreté sécurité, pour pouvoir récupérer des informations d'intrusion et pouvoir envoyer le drone directement sur ces Permettez-moi d'insister. Ce système permet d'effectuer des vols programmés, des rondes, exactement, à des temps programmés de la journée avec une récurrence importante. Exactement. Mais sur déclenchement d'une alarme périmétrique ou volumétrique ou directement connecté au logiciel Milestone, on va pouvoir le faire décoller et l'envoyer en tape-tout, c'est-à-dire aller sur des points d'intérêt. Tout à fait. C'est ça. Donc, comme vous pouvez le constater, ce n'est pas uniquement du vol préprogrammé, mais il peut rendre aussi un service d'immédiateté. Et je crois qu'en 45 secondes, le drone a décollé, hein, c'est ce qu'on a dit dans la vidéo. Oui, à peu près 45 secondes. À peu près 45 secondes, le drone aura décollé et il pourra se rendre immédiatement sur la levée de doute qui, en quelques minutes, pourra d'infirmer et de confirmer la présence d'individus ou la présence d'un éventuel incendie. Le système dock permet aussi des déploiements privés, c'est ce qui nous a permis de créer notre logiciel. Donc voilà, de pouvoir répondre aux besoins de souveraineté de la donnée et de pouvoir le déployer de façon un peu plus sécurisée et avec une maîtrise de l'environnement IT inhérente aux installations. Il peut aussi prendre en charge tout ce qui est les charges PSDK. Donc, les charges PSDK, ce sont les charges utiles accessoires qui peuvent se connecter sur le drone, sur le dessus du drone. Donc là, dans le cas malheureusement de la réglementation, nous devons nous rajouter parachute coupe-circuit et il vient en lieu et place du connecteur PSDK parce que notre système Geofence coupe-circuit vient communiquer directement avec le drone. Donc c'était bien un système indépendant, mais en redondance, il vient aussi communiquer avec le drone. Donc nous pouvons récupérer les états du drone et aussi les ordres de déclenchement qui seraient générés automatiquement par le drone pour encore avoir un temps de réactivité supérieur. Avant que tu enchaînes, merci déjà. Il y a beaucoup de questions qui sont posées. On vous garantit qu'on va y répondre. Pour les plus simples, pour les plus techniques, on rendra une réponse personnalisée, mais en tout cas, tous les acteurs du webinaire auront la réponse à cette question. Alors, j'en vois déjà quelques-unes. Date de disponibilité en France, elle est déjà disponible, puisque nous avons, nous-mêmes à Stadrone, acheté déjà des docks à Flying Guy pour la mise en œuvre de tout ce qu'on vous explique aujourd'hui. Et je crois que d'autres docks ont été vendus. Donc, c'est immédiatement disponible. Une question qui revient assez souvent, la limite de vent. Que se passe-t-il s'il y a une rafale? Je vous invite à regarder à nouveau la vidéo qu'on a tournée, puisque ce jour-là, malheureusement pour nous, il y avait un vent assez incroyable. Vous verrez l'anémomètre qui tourne à une vitesse folle, et pour autant, on n'a eu aucun problème. Je n'ai pas la mesure exacte de vent,
Mais qu'est-ce qu'annonce le constructeur? Alors, le constructeur annonce une limite de 12 mètres par seconde, mais d'expérience, nous savons que le système est beaucoup plus résistant au vent. Nous avons déjà opéré des Dock 2 en front de mer. Voilà, on sait qu'en Méditerranée, le vent peut souffler très fort. Nous l'avons déjà opéré avec 25 jusqu'à 30 par seconde, et le drone s'est reposé dans la station, Oui. sans problème. Alors, j'insiste pour être présent lors du tournage, il y avait un fort vent, le drone volait très convenablement. Et pour autant, ce qui m'a le plus impressionné, c'est son atterrissage qui, dans toutes les conditions, venait, mais alors à quelques centimètres près, se poser sur la dock, était recalé immédiatement. Et puis, donc, quand le box se referme, il vient, même si votre drone est décalé, il vient automatiquement le recaler. Donc, honnêtement, pour le vent, moi, j'étais très rassuré sur les possibilités de voler avec un enfant. Je te laisse poursuivre. Donc, le système Dock 2 peut venir avec 2 drones différents, donc le Matrice 3D et le Matrice 3TD. Donc, le Matrice 3D sera plus prévu pour des opérations de mapping. Voilà, parce que son capteur est plus en adéquation avec les opérations de mapping 3D et 2D. Donc, il est équipé d'un capteur CMOS micro 4 tiers, 20 millions de pixels, et c'est surtout son obturateur mécanique qui le dédie plus à toutes ces opérations de photogrammétrie. Voilà, c'est une caractéristique qui est très importante. Il est aussi équipé d'une télécaméra, donc de 12 millions de pixels, donc avec un équivalent en zoom optique x7 et avec du numérique x52, ce qui va nous permettre de faire des opérations d'inspection. Voilà, on va pouvoir zoomer directement avec le drone. Le Matrice 3 TD, donc du coup, ce drone-là, et c'est la version avec la caméra thermique. Donc la caméra, il y a toujours une caméra grand angle, 48 millions de pixels, qui va pouvoir faire de la modélisation, mais qui sera un petit peu moins précise, c'est un peu moins son cœur de métier, mais qui pourra quand même le faire. On a toujours la télécaméra, donc la partie zoom, qui nous permet de faire de l'inspection ou de la surveillance, et la caméra infrarouge en 640 par 512 et 30 images par seconde. Alors moi qui suis opérateur de drone et très pragmatique, je m'attends à avoir le meilleur service. Est-ce que ces 2 drones seront compatibles avec la même box? Tout à fait. Les drones sont complètement interchangeables avec la station. Nous pourrions très bien avoir un système avec une seule station et 2 drones. Alors, il faudra une intervention d'un opérateur. Cette opération est très simple, elle prend quelques secondes. Il faudra quand même un opérateur sur place pour aller binder le nouveau drone sur la station, mais nous pourrions avoir une utilisation mixte avec une station et 2 drones. C'est pas nécessairement un opérateur instant dans notre cas, mais peut-être un opérateur qui a été formé au préalable à l'entretien quotidien du drone et notamment au bindage du drone. Tout à fait. C'est vraiment une opération qui prend quelques secondes et avec aucune technicité particulière. Parce que je reviens sur l'intérêt principal de cet usage-là, c'est qu'on va pouvoir cumuler les services qu'on ne faisait pas auparavant parce qu'on ne pouvait pas justifier l'intervention d'un opérateur de drone à chaque prestation quotidiennement. Ça n'avait pas de sens en termes économiques. Et là, on va pouvoir cumuler un service de cartographie, un service de surveillance, un service de détection de l'incendie, un service d'inspection de vos installations sur un même site. Donc c'est pour ça que j'insiste bien sur le fait que le drone doit être le plus complet possible. Nous avons fait le choix d'acheter d'abord des 3 TD pour avoir l'option thermique, mais ce choix peut être différent en fonction du site. Tout à fait. Donc le drone, comme la station, est IP54, donc ce qui permet d'opérer le drone dans diverses situations météo, sans souci. Il est résistant à la poussière et à l'eau. À des pluies modérées, mais voilà, on peut l'opérer sous la pluie. Son temps de vol annoncé par DJI, 50 minutes. Donc je vais la pondérer un petit peu. C'est toujours des autonomies idéales données par DJI. Nous allons être plutôt vers 35-40 minutes, notamment aussi par l'adjonction du système coupe-circuit Geofence qui rajoute un petit peu de poids sur le drone. Donc voilà, nous serons un peu plus sur 35-40 minutes d'opération. Un temps de rechargement de 40 minutes, donc rechargement par induction, qui élimine par rapport à la première version du dock tous les systèmes mécaniques qui venaient connecter le système de rechargement sur le drone. Donc donc là ils ont passé à la recharge par induction, et même tout le système de recentrage du drone
dans la station lors de l'atterrissage. Nous n'avons plus du tout de système de recentrage mécanique comme il y avait sur la première version, donc la suppression d'éléments susceptibles de tomber en panne. Donc voilà, c'est un simple entonnoir. Donc le drone vient se repositionner, même s'il se pose très précisément, il a très peu besoin de cet entonnoir pour se poser dans le drone. Et après, le recentrage d'avant en arrière se fait par la fermeture des deux capots. Ça vient repositionner le drone au bon endroit pour sa recharge. Est-ce que tu as parlé des capteurs additionnels? C'est une question qui revient. Les capteurs additionnels possibles sur les matrices. Alors, il faudrait préciser un petit peu là. Le capteur, il y avait le capteur LED peut-être, ou haut-parleur. Alors oui, effectivement, on pourrait rajouter du haut-parleur, des projecteurs lumineux. Il y a des détecteurs de gaz aussi qui viennent multigaz, CH4, et même voilà, multigaz, sniffer, etc. On pourrait même décrocher de largage, même si ça peut d'intérêt. Mais il faut le tempérer, ça. Il faut le tempérer au fait que pour être en réglementation avec... voilà, il faut, comme je l'avais précisé tout à l'heure, on doit positionner notre parachute et il vient en lieu et place au même endroit que les capteurs. Alors, à savoir quand même que, je ne l'ai pas encore précisé, si on avait une utilisation mixte, le drone peut être sorti de la station et peut être utilisé de façon manuelle avec une télécommande, avec la même télécommande que les Mavic 3 Enterprise. Oui. Donc on peut très bien opérer, voilà, si on avait sur un site industriel, si on veut avoir une inspection particulière qui requérirait un petit peu plus de dextérité qu'une opération en dock, un opérateur peut venir sur place, il prend sa télécommande, il appelle le drone avec la télécommande et on peut l'utiliser comme un drone tout à fait normalement, voilà, comme n'importe quel drone. C'est très important de dire qu'effectivement le système automatique permet d'être récupéré manuellement par un opérateur sur site. Donc, si le site a la chance d'avoir un opérateur certifié drone, qui a son brevet, pour là, il faut qu'il soit équipé qu'il ait son brevet. Il pourra utiliser le drone comme un Mavic classique, puisqu'il est tout aussi performant, et l'utiliser à d'autres fins. Donc, dans ce cas-là, il pourrait peut-être se passer du système de géofence, ou en tout cas de parachute, si on est dans un site qui permet d'utiliser son parachute, et d'adjoindre donc un capteur supplémentaire. Tout à fait. Ok, très bien. Donc le drone est aussi équipé, voilà, comme tous les drones DJI, de détecteurs d'obstacles dans 6 directions, voilà, pour assurer l'anti-collision. Ah, c'est à moi. Des exemples d'applications. En tant qu'opérateur, on a évidemment réfléchi à quels pourraient être les cas d'usage. Alors, on en a beaucoup, mais vous savez qu'on invente notre futur tous les jours et que d'autres exemples viendront au fur et à mesure. L'exemple le plus frappant et le plus immédiat, alors surtout en tant qu'ancien des forces de l'ordre, c'est la surveillance d'infrastructures sensibles sur des sites isolés avec des patrouilles programmées. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le drone va pouvoir rapidement lever un doute, effectuer des rondes périmétriques de clôture ou des rondes d'angle mort, parce qu'on peut équiper un site industriel autant de caméras qu'on veut, on aura toujours des angles morts, c'est indéniable. Donc ce drone va pouvoir apporter une réponse supplémentaire. On va pouvoir inspecter les infrastructures beaucoup plus régulièrement à des fins de maintenance et obtenir un ROI plus intéressant. Je vous le disais tout à l'heure, on hésite toujours à faire venir un opérateur de drone puisqu'il a un coût. Il a un coût sur le déplacement, il a un coût sur le pilote, évidemment, il a un coût sur l'opérationnel, alors que là, on va se débarrasser du déplacement, de l'humain en tout cas, directement rattaché au drone, puisqu'il y aura quand même un humain derrière le PC et derrière Flying Hub, mais ça permet d'être plus intéressant quotidiennement et d'opérer plus régulièrement. Donc, pour des infrastructures sensibles, de le surveiller quasiment tous les jours si on veut. On peut faire, 10-15 vols par jour si ça nous chante. Voilà. Autant que permet le cycle de rechargement et encore, même pour aller plus loin que entre la limitation du cycle vol-rechargement, on peut très bien équiper un site de plusieurs docks et qui vont venir en temps préprogrammé. Dès qu'un drone atterrit, le deuxième drone viendrait prendre sa place. Oui, c'est une des questions. Est-ce qu'on peut obtenir une permanence 100% de l'intervention H24, auquel cas il faut comprendre qu'il y a un rechargement qui est d'environ 40 minutes pour obtenir un rechargement à 100%. Donc, il faudrait 2 docks pour avoir une permanence à 100%. Si on veut être garant que le drone puisse décoller en un clic de seconde, il faudrait avoir 2 docks. Bon, globalement, je pense qu'un dock suffirait dans bien des cas, à condition de mettre en œuvre des scénarios de vol adéquats. Je reviens sur l'inspection thermographique. Les grosses centrales photovoltaïques pourraient avoir de l'intérêt à l'inspection thermique de leurs panneaux. Et puis, l'intervention rapide dans les zones sinistrées, alors c'est un cas d'usage un peu particulier parce qu'il ne serait pas directement dédié aux opérateurs de drones, mais plutôt au public safety, pompiers, forces de police,
Imaginons, même pas, imaginons pas, parce que il y a quelques jours, nos concitoyens ont été malheureusement touchés par des inondations importantes. La décrue se fait plus ou moins lentement. On sait très bien que dans ce genre de calamité-là, il y a toujours des risques liés à la sécurité, donc au pillage, au vol. Et donc, on pourrait installer sur ce site, alors pas pendant des mois ou des années, comme c'est prévu sur les sites industriels, mais peut-être pendant des semaines, pour surveiller, détacher du personnel sur des choses beaucoup plus importantes, telles que le sauvetage, telles que le flux la régulation des flux, et donc se servir de ce drone-là pour surveiller la décrue, pour surveiller les habitations. C'est tout à fait envisageable. Oui. Donc, je vais vous présenter ici un petit peu plus en détail notre logiciel, donc notre logiciel propriétaire édité par Flying Eye, donc le logiciel Flying Hub, qui vient en lieu et place de Flight Hub 2 de DJI. Voilà, donc du coup, par souci de souveraineté et de protection de la donnée, et même dans le mode de déploiement, si on voulait vraiment avoir un déploiement local sans Internet, de pouvoir opérer les systèmes drones DJI Dock, mais aussi les drones de toute la gamme Enterprise avec leur télécommande. Donc, ce logiciel va nous permettre de faire de la planification, de la suivi ou de la gestion des vols, avoir une conscience situationnelle globale des opérations en cours. Donc, forcément, voilà, d'avoir le live stream vidéo des différentes stations et voilà, de façon sécurisée et privée. Donc voilà, comme je l'expliquais, on peut avoir du coup la gestion des opérations du drone. Voilà, sur un fond de carte, nous allons voir la position du dock, la position des drones en temps réel. Nous allons pouvoir planifier en avance les différents vols pour pouvoir les exécuter de façon immédiate ou récurrente a posteriori. Donc, nous allons avoir une synchronisation des communications et des informations qui sont entre les systèmes du dock, donc il retransmet son flux vidéo, mais aussi toutes les vidéos et photos prises par le drone sont retransmises vers notre logiciel. Donc vraiment là, c'est une recopie de la carte SD qu'il y a sur le drone. Hein. Nous avons vraiment les photos et les vidéos full qualité avec toutes les métadonnées qui sont incluses dedans. Donc voilà, depuis à distance, depuis un centre de contrôle qui nous permet d'opérer ce drone. Donc on fait aussi de la surveillance de flotte, hein, parce que du coup nous allons pouvoir récupérer le nombre d'heures de vol des télépilotes, des drones, etc., la maintenance, les nombres de cycles de batterie, etc. Voilà, on va pouvoir avoir une visibilité en temps réel de tous les systèmes. Nous permet aussi de faire de l'intégration vers des logiciels tiers. Donc, nous avons pas mal de sujets en cours. Je vous avais parlé Milestone, Vertu, Sitemark, etc., qui vont arriver. Mais on pourrait imaginer aussi via des systèmes d'intelligence artificielle pour à venir, voilà, de la modélisation rapide, 2D, 3D, etc. Tout ça dans un système que nous l'espérons le plus intuitif et complet possible. Alors forcément, voilà, on est en début de commercialisation du logiciel, il n'y a pas forcément pour le moment à l'instant T toutes les fonctionnalités, mais on va dire voilà, il y a les fonctionnalités les plus essentielles et tout ça va venir s'enrichir au fur et à mesure du temps via mise à jour. Pour bien comprendre, et ça correspond à une des questions qui est posée assez régulièrement, la confidentialité des données est-elle garantie, notamment vis-à-vis du DJI? Vous le savez tous, lors de la vente du système, il y a un logiciel natif qui est DJI Flight Hub 2, qu'on connaît tous pour l'utiliser avec nos drones au quotidien, et qui effectivement pose des questions parfois de sécurité. C'est la raison pour laquelle Flying Eye a décidé de développer son propre logiciel, le Flying Hub, pour se départir de ce risque-là, pour conserver de la souveraineté sur la donnée, sur la transmission d'informations. Pour être un peu plus précis sur ce sujet-là, effectivement, il y a un pan de la solution et notre logiciel, mais il y a aussi toute la façon nous déployons le logiciel, je vais en parler un petit peu après, mais voilà, il y a le logiciel, il y a le serveur, mais nous venons, si besoin, en fonction des exigences des clients, pouvoir rajouter du hardware supplémentaire, notamment des VPN, des firewalls, des choses comme ça, toute une architecture IT autour de l'installation pour pouvoir garantir la souveraineté des données et surtout voilà, des communications entre la station et notre serveur et aussi les postes clients qui vont se connecter à notre serveur. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas être rebuté parce que c'est chinois, c'est DJI et qu'on craint pour la sécurité de son système. Nous gardons le hardware chinois, DJI, mais nous venons l'extraire complètement de tous les serveurs. Il est complètement
si nous allons jusqu'au bout des choses, en fonction des exigences du client, nous pouvons complètement le déconnecter des communications éventuelles qu'il pourrait y avoir entre le dock et des serveurs DJI. Et nous pouvons aller même jusqu'à, comme je crois que je l'ai dit un petit peu en amont, nous pouvons même aller jusqu'à vraiment un déploiement local, sans Internet, un poste opérateur qui est connecté directement au dock, et nous allons pouvoir l'opérer de cette façon, vraiment sans Internet, avec les fonds de carte, etc. Je vais devoir faire un peu le maître du temps parce qu'on a une démonstration en vol à vous produire. Donc, on va avancer un petit peu. On reviendra peut-être sur les questions, sur les sujets du Flying Hub. Donc voilà, on voit rapidement un schéma voilà, de l'écosystème. Donc le serveur, donc pas de dépendance à des services tiers, voilà, aucun service tiers autre, des dépenses à Internet. Nous allons pouvoir consulter le logiciel via un simple navigateur web. Comme je l'ai dit, on peut connecter des drones avec la radio de commande, toute la gamme Enterprise, les systèmes dock, mais aussi nous avons commencé à implémenter des systèmes autres comme des systèmes de géolocalisation, des balises qui remontent sur notre serveur, des applications sur téléphone, des systèmes de détection de drones, etc. Parce que nous sommes en mesure de récupérer la donnée des drones, mais aussi nous pouvons leur pousser de la donnée et enrichir la cartographie de l'opérateur en temps réel, via la position justement des balises et ou des drones détectés ou des choses comme ça. Donc, en mode, pour aller rapidement, je l'ai déjà dit plusieurs fois, il y a plusieurs types de déploiements possibles, hein, donc sur du serveur privé personnalisé, du cloud privé ou du cloud jusqu'à du cloud plus standard, OVH, etc. Mais tout ça, tout en maintenant quand même du coup les standards de sécurité. Donc là, nous allons pouvoir passer à la démonstration pendant que tu te prépares à la démonstration en vol, en quelques secondes, je vais pouvoir répondre à 2-3 questions. Une question d'Hervé qui nous demande si le dock n'a pas de système anti-vol. Alors, si le dock, justement, sur l'embase de ses pieds, donc, et a des pieds en fer perforé qui nous permettent de l'installer et de verrouiller avec effectivement des anti-vols et des choses pour garantir le fait de ne pas se le faire voler. Une autre question, est-ce qu'il existe un modèle multispectral de drone? Pas encore, mais je pense que c'est quelque chose qui devrait arriver très très rapidement, comme DJI l'a toujours fait, que ce soit avec les Mavic ou avec les P4 à l'époque. Il y a toujours eu d'abord la gamme RGB, puis la gamme thermique, puis la gamme multispectrale qui devrait très logiquement venir, même si je ne peux pas vous le garantir. On n'a pas d'informations officielles sur ce sujet-là, mais en fait, on voit bien quand même que DJI, dans leur gamme de produits, ont décorrélé la station du drone. Donc, il y a déjà 2 versions de drone, donc qui pourraient très bien sortir un M3M, voilà, comme pour faire une version multispectrale. Mais à l'heure actuelle, on n'a pas d'informations officielles. Bon, ils vont explorer, je pense, les différents marchés. Et quand le marché de la station autonome sera en phase avec l'agriculture et le multispectral, il n'y a pas de doute qu'il y aura une telle version qui pourra arriver sur le marché. Très bien. Donc, est-ce qu'on peut basculer sur le Flying Hub, s'il te plaît, Charlie, pour qu'on puisse se rendre compte de la mise en œuvre opérationnelle du drone automatisé? Donc là, nous avons visé sur notre logiciel. Hein, donc là, nous voyons que la station est en stand-by. Donc on voit déjà sa position au niveau de notre zone, pardon. Donc nous allons retrouver tous les menus standards qu'on pourrait attendre sur un tel type de logiciel. Hein. Donc forcément, il y a une partie d'administration, des créations de comptes avec différents niveaux d'accès, administrateur, utilisateur, simple visualisateur. Donc nous pouvons gérer les drones qui sont connectés, voir rapidement son utilisation, voir les cycles de batterie, etc. Rajouter des drones, rajouter des stations, etc. Tout se fait dans l'interface. D'un point de vue réglementaire, nous allons pouvoir aller définir des zones de vol, donc notamment ce qu'on appelle plus communément les NFZ ou les zones de vol. Donc pour pouvoir se conformer à la SORA, donc nous pouvons définir une zone de vol autour de cette zone et aussi éventuellement rajouter des zones de vol interdites dans cette zone-là, parce que donc nativement ces zones-là, une fois qu'elles sont activées, elles sont chargées dans le drone, mais aussi également dans notre système de coupe-circuit parachute. Donc même si un opérateur,
en vol manuel voulait faire sortir le drone de la station, de la zone de vol autorisée, de la zone verte, le drone va lui nativement interdire cette sortie. Donc voilà, ce qui permet d'être conforme à la réglementation. Si le contrôleur de vol venait à dysfonctionner, comme je vous l'ai dit, ces zones-là sont chargées aussi automatiquement dans le système de géofence. Donc, si le drone voulait sortir, le système va couper, notre système de coupe-circuit parachute va couper automatiquement, interrompre le vol, donc couper les moteurs et déployer le parachute pour l'empêcher de sortir de la zone et rester conforme à notre SORA. Donc même toutes les zones rouges, etc. Là, le drone en tient compte automatiquement et les évite. Il n'y a pas d'action particulière à faire au niveau de l'opérateur. Si on est d'un côté de la zone rouge et qu'on veut l'envoyer de l'autre côté, le drone va contourner automatiquement. Nous pouvons faire des vols programmés, ce que nous avons parlé tout à l'heure. Donc là, j'ai déjà préparé un petit plan de vol pour faire la démonstration juste après. Donc on peut planifier différents points. Nous pouvons forcément le créer. Donc là, pour aller rapidement, je vais pas recréer un plan de vol. Mais là, je suis passé en mode édition. Donc sur chaque point, nous pouvons mettre des actions, prendre des photos, démarrer les vidéos, faire des temps d'attente, régler les angles de caméra, les zooms, etc., lui dire quelle hauteur, la vitesse, etc. Nous avons complètement la main sur toute la planification de vol et tout ceci dans un environnement 3D. Hein. Voilà, on voit qu'on peut déplacer l'angle de la caméra pour la prise de photos, etc. Ça, c'est très important en termes de sécurité et sûreté. C'est comme si vous aviez une caméra IP déportée dans le ciel et qui vous permet d'avoir tous les angles de vue nécessaires sur le site industriel. Très, très important. Et aussi, chose alors qui n'a pas été faite ici dans l'environnement de démo, nous pouvons importer en phase d'intégration sur site du système, nous pouvons faire avec le même drone une modélisation 3D de l'environnement et nous pouvons le charger dans le logiciel et du coup, en plus du fond de carte qu'on peut avoir ici sur le logiciel, nous aurions le modèle 3D du site, et ce qui va nous permettre de créer des plans de vol en ayant conscience de l'environnement 3D, des bâtiments, etc. Intéressant. Sur un site industriel avec des cheminées, des tours, beaucoup d'obstacles, on créerait d'abord un environnement 3D grâce au drone qu'on importerait dans le logiciel et le drone aurait conscience complètement de tous les obstacles en plus de ses détecteurs, mais il saurait exactement où aller ou ne pas aller. C'est ça. Et en plus, du coup, nous, on a une petite fonctionnalité. Voilà, on peut vérifier les distances qu'on a pré-paramétrées par rapport soit au sol ou à l'environnement 3D. Donc là, il nous indique que là, on est un petit peu près. Alors, j'ai pris beaucoup de marge. Hein, c'est la distance de sécurité, c'est 80 mètres. Donc, il nous indique que là, ici, on est un petit peu près du sol. Voilà. Donc, avec des systèmes de couleurs, et il nous donne les alertes ici en fonction des distances qu'on a pré-paramétrées ici, comme je vous le disais ici, j'ai pris beaucoup de marge, 80 mètres, 60 mètres, donc voilà. Donc ce qui nous permet aussi lors de la création du plan de vol d'avoir des petites alertes pour nous dire attention, le plan de vol que tu as créé est peut-être un petit peu près du sol ou de l'environnement 3D, donc des bâtiments que tu es en train de faire. Donc, ça me fait rebondir sur quelque chose. Effectivement, quand on vient créer le plan de vol, il a conscience du dénivelé du terrain. Donc, toute la cartographie est implantée et incorporée dans le logiciel. Et donc, ce qui nous permet de faire des plans de vol qui ont un suivi de terrain par rapport, par rapport au point. Quoi. Ok, j'en profite pour te poser une question de Thomas. Y a-t-il différents niveaux d'accès à l'interface Lingueuil, type niveau opérateur, niveau admin, niveau responsable de navigabilité, différents droits, c'est ça? Tout à fait. Alors, je peux aller les voir ici. Bon, là, c'est un espace. Donc là, on voit que moi, je suis administrateur, il y a des chefs d'équipe, exactement. Donc, on peut personnaliser. Chaque utilisateur aura son niveau d'administration sur le système et pourra, pour le coup, aura des droits différents. Création ou non de plans de vol, juste visualisation des lives, suppression des données, etc. C'est complètement personnalisable. Une autre question, tu parlais tout à l'heure de la modélisation 3D, quel est le niveau de précision qu'on pourrait obtenir? Est-ce qu'on pourrait déjà nous-mêmes
recaler ce modèle avec des cibles prises au sol pour avoir un Tout niveau à fait. En fait, centimétrique? nous, le modèle 3D n'a pas de précision particulière dans notre logiciel. Ça sera en amont à la création de ce Oui. modèle 3D. Bah, il sera aussi précis qu'on On peut l'aura. le faire en on peut le- cartographie classique par drone. Exactement. Si on fait un modèle 3D très rapide, bah, il sera peu précis. Si on utilise toutes les bonnes pratiques, RTK, OSIL, etc., il sera plus précis, quoi. Ok, je rassure tout le monde, il y aura bien un replay complet du webinaire hein, pour le regarder à loisir et focaliser sur certains détails. Donc là sur la partie plan de vol, voilà, donc ça c'est fait. Euh, du coup voilà, donc on peut détacher la télémétrie du système un peu plus en détail. Donc voilà, on peut intervenir même voilà si on avait un opérateur sur place qui n'est pas forcément très au fait du système, où on a un système de débugage à distance. Là, on peut prendre la main sur la station à distance pour pouvoir déclencher la climatisation, ouvrir la station, par exemple. Voilà, je peux ouvrir la station à distance. Donc là, le live va s'approcher. Donc là, c'est la caméra fixée sur l'anémomètre qui nous retransmet les images et la caméra interne qui nous permet de voir l'intégrité Il y du a une drone. bascule automatique. Voilà. Donc là, ça nous permet voilà, d'allumer le drone, de le mettre en On peut le rechargement. mettre en grand écran peut-être? Je peux le mettre en grand écran. Voilà, parfait. Ok. Voilà, donc on peut le mettre. Donc comme vous le voyez, la caméra interne au système dock nous permet de voir l'intégrité. Alors tout à l'heure, on vous a dit qu'on y adjoindra, nous, pour garantir la validité de la SORA, une caméra tierce, parce que comme vous pouvez le voir, on ne voit pas ce qui se passe derrière. Voilà. Donc je crois qu'il est bientôt temps de décoller, FX. Oui, tout à fait. Nous sommes bientôt à 25. Je vais refermer la station. Pour répondre encore à quelques questions, votre solution Flying Hub est-elle également utilisable en dehors du DJI Dock comme gestionnaire de vol? Alors oui, je me permets de dire oui, parce que tu l'as dit tout à l'heure. Ça permet de gérer l'interface complète de tous les drones de votre société et d'avoir un suivi, c'est ça? Tout à fait. Des vols. Suivi des vols. Donc, du coup, on va avoir les streams l'enregistrement des streams, la visualisation des streams en temps réel, mais aussi tout le transfert des médias, hein, des photos et des vidéos prises par le drone seront aussi synchronisées dans la médiathèque que je vais vous montrer juste après le vol. Voilà, donc j'en profite là pour vous montrer que quand le système se referme, on voit bien que le drone est présent à bord. Ça nous permet de garantir encore une fois que le système est bien complet. Désactive le débugage. Donc là, on a vu que le drone s'est mis en route, mais hop, nous allons du coup lancer un vol. Alors, j'ai une question. Alors, la DSAC semble débordée par la mise en place de la nouvelle réglementation en Europe. Pensez-vous qu'elle a bien intégré à ce jour les notions de risque de ce nouveau type de vol? Je pourrais répondre que oui. On a déjà eu des autorisations de vol SORA donc sur des sites avec des systèmes automatiques, Instadrone, d'autres sociétés et Flying. Donc, la DSAC est bien au fait et elle a bien compris l'intérêt de ces systèmes pour l'industrie et pour l'économie française. Donc, même si effectivement ils ont beaucoup de travail parce que on repousse les échéances malheureusement de la réglementation européenne, hein, on vient de le voir avec la norme C6 pour les formations, elle est quand même au fait et elle nous permet d'avancer. Donc là, nous sommes sur l'interface qui nous permet de créer et de lancer un vol. Donc nous allons pouvoir, dans un premier temps, nous devons sélectionner sur quel dock nous allons lancer ce vol. Comme je vous disais, on peut connecter plusieurs docks, donc du coup sur un site. Donc là, si j'avais plusieurs docks de connectés, ils apparaîtraient tous dans la liste. Donc là, j'en ai qu'un seul, donc je sélectionne cet appareil. Après, je peux sélectionner toutes les missions que j'ai pré-faites. Donc là, hop, je sélectionne mon vol. J'intègre quelques petites notions de sécurité, de hauteur, etc. Après, voilà, je peux lancer le vol en immédiat, en programmé, en récurrent, en continu. Donc ici, ce qui nous intéresse, ça va être un vol en immédiat. On voit déjà que, je vais supprimer cette fenêtre, que le plan de vol s'est préchargé. Et on va lancer le vol. J'ai une petite checklist voilà, de sûreté avant de lancer le vol, hein, pour voir si tout est bien, si tout passe bien, les conditions météo, etc. Le hors-ligne du drone, c'est normal. En veille, le drone est éteint, donc il sera allumé au moment du... C'est-à-dire qu'il s'allume lui automatiquement quand la box s'ouvre et voilà, il va s'initialiser et surtout faire son RTH. Exactement. Okay. Donc là, je vais lancer le vol immédiatement. Hop. Donc là, nous voyons que
la fenêtre s'est lancée automatiquement sur notre plan de vol. Nous pouvons le manipuler. Une question en même temps, peut-on être plusieurs, avoir accès au streaming vidéo, aux caméras en même temps sur Oui. l'application? Tout à fait. Oui. Tout à fait. Donc on peut, s'il y a différents comptes, on peut se connecter à plusieurs et nous pouvons même partager le flux vidéo via des liens ou des QR codes. Donc le dock s'ouvre une nouvelle fois, hein, juste avant de lancer son vol. Voilà. On pourra lancer en même temps le retour vidéo. On le voit à l'extérieur, Charlie. Voilà, parfait. On va le voir décoller rapidement. Vous allez voir que en moins d'une minute, il se sera ouvert et il aura déclenché son vol. Le hub est-il accessible sur une tablette mobile en action sur le site? Est-ce qu'on peut avoir... Il faut un navigateur web. Il faut un navigateur web. Donc sur la tablette... Une tablette, c'est plus confortable, effectivement, pour avoir un petit peu d'espace. Nous allons travailler sur une version un peu plus mobile, mais ça sera toujours c'est de l'interface web. Voilà, vous voyez, le drone va décoller. Hop, il est parti. Donc on va pas le suivre, hein, parce qu'on n'a pas mis de caméra à l'extérieur et de toute façon, ça ne servait pas à grand-chose parce qu'il va monter à 80 mètres, hein, c'est ça, donc du coup, à peu près. On verrait pas grand-chose. Par contre, on va le suivre sur l'application directement. On va voir l'évolution du drone qui va se rendre à son point de départ et qui va aller sur les différents waypoints. Là, nous pouvons voir que la position du drone en temps réel, hein, se déplacer sur le fond de carte. Toute la télémétrie du drone, son nombre de satellites, le RTK, ses vitesses, etc. Et du coup, les retours live. Lors d'une opération, donc là, j'ai préprogrammé quelques prises de photos, etc. Mais pendant le vol, par exemple, si je vois quelque chose, je peux tout à fait interrompre le plan de vol. Donc là, je peux le mettre en pause. On peut diffuser peut-être plus grand l'écran pour que... Ouais, mais après, j'aurais plus accès. Donc, pour le moment, voilà. Donc, là, la mission s'est mise en pause. Du coup, là, j'ai la main sur la caméra. Hein. Je peux la déplacer, je peux zoomer, je peux changer, je peux passer en caméra thermique, faire du vidéo split, etc. On a vraiment toutes les voilà, on peut changer la palette de couleurs sur la caméra. Voilà, donc on a vraiment la main en temps réel. Voilà, donc voilà, si on veut repasser, on peut prendre des photos, des planches, voilà. Comme sur votre télécommande, hein, vous avez accès à toutes les fonctionnalités. Alors, est-ce qu'on peut l'équiper d'un joystick peut-être pour être plus à l'aise? Oui, tout à fait. Ouais, tout à fait. Donc là, une fois qu'on a observé ce qu'on avait à voir, qu'on a déterminé s'il y avait quelque chose ou non, on peut relancer la mission, lui dire, reprends ta mission, et il va reprendre sa mission à l'endroit où ça a été interrompu. Donc, il y a un petit retour en arrière. Donc là, effectivement, là, si on n'intervient plus, je peux basculer la vidéo en mode plein écran. Donc beaucoup de questions, hein, ça vous intéresse beaucoup. Je vois que le petit Loïc m'a posé une question. Dans les paramètres précédents les vols, il n'y a pas de réglage de gestion du fail-safe ou du RTH. Peut-on régler tout cela sur le paramétrage? Alors j'imagine que oui, Fix. Oui, alors c'est parce qu'on est encore sur des petites parties en dev, c'est des menus qui vont apparaître très très prochainement. Voilà. L'intérêt, encore une fois, par rapport à un DJI Flight Hub qui est totalement normalisé et diffusé à une échelle mondiale, c'est que le Flying Hub, va pouvoir permettre de le personnaliser au maximum et sur le besoin du client et aussi pour être en adéquation avec la réglementation. Donc voilà, donc là, le drone est arrivé à la fin de sa mission et donc là, il va entamer un RTH automatique. Alors, une chose que j'ai pas montré, c'est qu'on peut afficher aussi le cône de visualisation de la caméra. Donc ça, c'est très intéressant quand même en temps réel. Vous allez pouvoir voir du coup ce que regarde la caméra sur l'environnement. Donc, il tient en compte en fonction du zoom et de la caméra que vous êtes en train de. Donc là, on est sur la caméra wide, donc forcément le champ est large. Et voilà, pour avoir une meilleure conscience de ce que l'on est en train de faire, du coup, voilà, on a le live, mais pour quelqu'un qui n'est pas forcément,
je cherche mon mot, au fait de l'environnement, vraiment voilà, on voit on voit sur la cartographie, ce que voit Donc là, le drone atterrit. Ouais, le drone est en train d'atterrir. On va pouvoir constater la précision de l'atterrissage, hein, donc qui est matérialisé par un H sur le dock, et donc la caméra du dock reconnaît ce signe, c'est ça? Tout à fait. C'est le système, hein. Alors, il y a la caméra, et puis tout le système RTK, etc., qui permet de pouvoir atterrir avec précision. J'insiste bien, hein, on a fait beaucoup de vols de tests et de démonstrations à de nombreux clients. J'ai été bluffé à chaque fois par la précision de l'atterrissage et la rapidité malgré les conditions de vent importantes. Donc voilà, le vol s'est bien effectué, le dock se ferme. J'en profite pour répondre. J'ai des questions sur les coûts d'achat du système complet. On va vous répondre, on vous transmettra de l'information sur l'achat natif du système, pardon. Mais encore une fois, ce serait bien trop restrictif parce que vous l'avez compris, il y a tout le service qui s'ajoute derrière pour être en accord avec la réglementation. Donc, pour tout ce qui est question tarifaire, envoyez-nous des demandes de devis directement sur les adresses Instadrone ou Flying Guy. On vous répondra sur l'ensemble de vos questions. J'en ai une question sur le besoin agricole en plein champ. Est-ce possible d'utiliser le dock et quid de l'alimentation? Alors, on en a parlé tout à l'heure. Honnêtement, ce système n'est pas fait pour être complètement autonome. Il a 5 heures d'autonomie, mais il n'y a aucun intérêt à le déplacer dans un champ. Bah là, l'opérateur de drone aura encore plus de sens. Je suis pas persuadé que le ROI du système Dock 2 soit encore bon pour l'agriculture. On n'en est pas là. Et que ça viendra peut-être dans un second temps, mais ce seront peut-être, d'après moi, des docks qui seront sur les exploitations agricoles au niveau du hangar et qui pourront permettre d'aller sur les champs. Mais en plein champ, j'y crois pas. Alors, juste pour en fin de mission, du coup, voilà, donc on voit que le système a pris des photos. Donc, du coup, en fin de mission, même les photos sont retransmises au serveur en temps réel, les vidéos après coup, une fois que le drone est reposé. Donc là, il y a la partie médiathèque. Nous allons pouvoir visualiser toutes les photos et vidéos qui ont été faites par le drone. Donc là, je ne parle pas du stream, ce sont vraiment les fichiers issus, les équivalents de la carte SD du drone. Donc voilà. Donc récupérables et transmettables directement. Voilà, tout à fait. À l'application tiers. Voilà, donc on peut les envoyer, les configurer pour que ça les envoie automatiquement vers les applications tiers, mais on peut les consulter directement dans Flying Hub. Donc on peut les télécharger en local, on peut les partager de la même façon avec le QR code ou le lien, les supprimer. Comme on voit sur la partie droite, on a toutes les informations sur la photo, les métadonnées, voilà, qui sont présentes dans les exifs. Et aussi, on a une représentation sur la carto de l'endroit de la photo et de l'angle caméra au moment de la prise de vue. Pour les inspections, c'est intéressant de savoir. Voilà, donc du coup, et encore une petite vue 3D, voilà, qui permet de voir vraiment comment a été prise la photo. Donc voilà, on peut passer sur la caméra hier, on a aussi les films, etc. Donc, une question, peut-on envoyer les images sur un grand écran dédié? À partir du moment où on connecte un port HDMI, voilà, c'est un navigateur web, hein, donc voilà, si vous connectez à votre tablette ou si elle avait un port HDMI, même s'il n'y en a pas beaucoup, le plus simple c'est un PC avec une sortie HDMI, voilà, on pourra mettre l'interface sur un écran dédié, quoi. Une question de Jean, est-ce que nous proposons du leasing? Alors oui, nous l'avons dit tout à l'heure, vente et location. Donc Instadrone propose le leasing du système, c'est-à-dire que vous ne vous engagez pas sur un achat. Nous fixons un tarif mensuel avec lequel on va placer le dock sur votre site. Et puis, au bout d'un certain nombre de mois, on convient ou de le remplacer ou d'arrêter le leasing. Il y a aucun souci pour ça. Ça fera partie des demandes que vous pouvez nous envoyer directement sur nos adresses de contact. Sur d'autres choses à rajouter concernant le vol? Non, je pense avoir fait après si le temps nous est compté, mais après on aurait pu faire un vol manuel, etc. Mais voilà. Je pense que tout le monde a compris que c'était aussi automatique que manuel et qu'on pourrait l'envoyer en tap-to-go sur un endroit sans aucun problème. Donc, ça nous permet de configurer tout type de scénario sur un site industriel. J'aime beaucoup prendre cet exemple. On pourrait définir chaque waypoint sur chacun des angles de la clôture, par exemple, et aussi des angles de caméra mort. Mais on pourrait l'envoyer directement sur un tap-to-go. Alors, c'est ça la subtilité, c'est que même quelqu'un qui n'est pas opérateur de drone, grâce à ce système, pourrait utiliser, encore une fois,
ce drone comme une caméra IP déportée. C'est vraiment tout ça l'avantage du système. Tout à fait. Et c'est tout le fait qu'on peut contraindre le drone dans une zone vraiment définie et validée par la DGAC qui permet même de faire du déplacement pseudo-manuel en tap to go. Les autres questions mériteront une réponse un peu plus précise et on vous garantit qu'on va vous les transmettre. Je pense qu'on a bien fait le tour. J'espère que vous avez bien compris, bien intégré l'intérêt de ce système-là, qui pour moi, et je vous donne mon avis personnel de dirigeant d'entreprise, ne remplacera pas nos opérateurs de drones. Je suis bien conscient pour le dire, j'en ai plus d'une trentaine qui travaillent exclusivement pour Instadrone, mais qui va permettre des opérations beaucoup plus récurrentes où l'intervention d'un opérateur et de son système n'a plus lieu d'être, puisque on n'est pas intéressant économiquement. Donc, ça remplace pas. D'ailleurs, je pense même que ça va permettre de spécialiser encore un peu plus ces opérateurs de drones sur des missions à haute plus-value et ça va permettre de détacher pour des entreprises qui ont des besoins récurrents et réguliers dans les carrières. S'il faut passer tous les jours pour vérifier l'intégrité des structures, on pourra voler tous les jours sans se poser les questions du coût de l'opérateur. Donc, c'est une refonte un peu du modèle économique, mais qui est très intéressante et pour l'industrie et pour les ENR et pour les zones Céveso, pour beaucoup d'industries. Et je vous dis, on invente notre futur tous les jours. On est qu'au tout début de l'installation de ces systèmes-là. Et je suis ravi qu'avec Flying Eye, on ait signé ce partenariat qui est très important pour nous dans le cadre de notre développement pour proposer ce système-là. Nous vous transmettrons très bientôt le replay du webinaire. Je remercie Théoula, l'équipe de Théoula qui est venue nous accompagner spécialement pour ce webinaire et qui a fait ça dans de très bonnes conditions. N'hésitez pas à les contacter si vous avez besoin de ce genre d'organisation. Ils font plein d'autres choses. Visitez leur site. Merci à l'accueil de Flying Eye qui nous a reçus pendant 2 jours avec grand plaisir. Et puis, j'espère vous retrouver peut-être pour un autre webinaire un peu plus spécifique ou pour un autre sujet. En tout cas, merci à tous et à très bientôt. Merci. On vous met les contacts sur la slide le temps de quitter le webinaire. Merci à tous. Au revoir.